Alors on va commencer avec la Martinière Jeunesse, dont j'ai l'équipe éditoriale à mes côtés. Garance Giraud, bonjour Garance. Bonjour Pierre. Marie Bluteau, bonjour Marie. Bonjour. Et Chloé Samin, bonjour Chloé. Bonjour. Merci à toutes les trois d'être présentes pour parler de la Martinière Jeunesse. Alors on a regroupé les sorties en différentes thématiques. L'un des premiers axes, on l'a intitulé « Rendre ludique l'apprentissage ». Intéresser les enfants, mais aussi les ados au monde d'aujourd'hui, c'est en effet l'un des axes importants des publications de la Martinière Jeunesse. Le souci, c'est que quel que soit leur âge, l'attention des jeunes est extrêmement demandée. Je pense, on parlait de Fortnite tout à l'heure, Fortnite, la Switch, Netflix. Comment les intéresser à ce monde? Comment renouveler le documentaire aujourd'hui pour les impliquer? Cela passe par le contenu, mais aussi peut-être par le format. On va parler ensemble de plusieurs documentaires très différents les uns des autres, mais avec peut-être une touche commune. Alors il y a un format qui est très populaire auprès des enfants et des parents, c'est le pop-up. Cela fait plusieurs années que vous en proposez à la Martinière Jeunesse. Je pense au pop-up Lune et au pop-up Volcan, par exemple, sortis respectivement en 2018 et 2019. Et alors en 2021, dès cet automne, on va s'intéresser à la Terre, puisque l'équipe qui était aux manettes du pop-up Lune propose un pop-up Terre dès le mois d'octobre. Il sera suivi l'année d'après, l'année prochaine, par le pop-up Forêt, présenté par l'équipe du Volcan. Et alors j'ai quelques questions pour vous, Chloé, autour du pop-up. Du pop-up Terre peut-être particulièrement, et du format général du pop-up. À qui est-ce qu'il s'adresse exactement? Que propose ce format de particulièrement intéressant pour les enfants? Alors, de notre point de vue, c'est vraiment une valeur sûre, le pop-up. Et effectivement, ce qui fait l'intérêt de nos publications, c'est probablement aussi d'associer le documentaire qui fait la force de notre maison à ce format un petit peu étonnant, dont la force numéro 1 est de, disons, provoquer l'émerveillement des enfants comme des adultes, puisque, par exemple, pour ma part, c'est le pop-up qui m'a fait retomber en amour de la littérature jeunesse une fois devenue adulte. J'étais une grande collectionneuse. Et effectivement, c'est cette idée-là de découvrir des scènes qui prennent vie, des personnages qui s'animent, qui effectivement est incroyablement poétique. Mais à côté de ça, ce qui est assez amusant à souligner, c'est que dans les premiers temps, le pop-up avait une ambition documentaire. Il était utilisé par les universitaires pour expliquer l'anatomie, l'astronomie. Et donc, c'est vrai qu'il est très, très, très à propos pour matérialiser une idée. Donc, par exemple, dans le pop-up Terre, on évoque la fragilité de la biodiversité à travers un château de cartes. Voilà. C'est l'occasion des sujets, de parler de sujets peut-être contemporains, de sujets actuels. Est-ce que c'est l'occasion de parler du dérèglement climatique en parlant de la Terre et d'intéresser les enfants peut-être à des thématiques sérieuses? Oui, alors disons qu'en fait, l'idée à chaque fois, c'est de choisir des sujets populaires. Populaires soit en ce sens qui nous concerne tous, soit dans le sens où ils passionnent les enfants, comme par exemple le volcan et la lune. Et parce qu'effectivement, cette idée-là, c'est une idée maîtresse de la Martinière Jeunesse qui est d'intéresser les enfants à la nature, leur donner l'occasion ensuite de la préserver. Voilà. Alors on peut voir qu'il y a une publication prévue donc, tous les ans avec des équipes établies, fidèles. C'est important d'avoir des équipes, de revoir des équipes qui ont déjà travaillé sur des sujets précédents, d'avoir une régularité? Tout à fait. En fait, déjà, notre idée, c'est depuis quelques années, nous sommes vraiment devenus une maison d'auteurs à part entière. Voilà, même si le documentaire, effectivement, on imagine plus quelque chose de commande, finalement, on est devenu une maison d'auteurs et d'illustrateurs. Et du coup, on est fidèle à ces équipes-là. Il a fallu monter 2 équipes solides qui fonctionnent bien. Les auteurs, donc Anne Jankilovic et Fleur Dauget, elles sont scientifiques de formation. L'une est éthologue, l'autre est ingénieure en environnement. Les illustrateurs sont des jeunes illustrateurs à peine sortis de l'école et effectivement qui ont beaucoup de talent. Et les ingénieurs papier sont vraiment à considérer comme auteurs à part entière, puisque de toute façon, la preuve, c'est qu'ils ont des univers très très différents. L'un va par exemple privilégier Olivier Charbonnel des pop-up très grands, très spectaculaires, tandis que Bernard Duzit est lui plus un adepte du mouvement, de la surprise. Voilà, donc c'est effectivement intéressant pour nous. Un tout dernier mot, on a parlé un petit peu du pop-up Terre, il y aura le pop-up Forêt l'année d'après. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Vous pouvez voir quelques maquettes dans les visuels. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots aussi sur ce pop-up Forêt? Oui, tout à fait. Alors, en fait, à chaque fois qu'on s'intéresse à un sujet, on va l'aborder un peu sous
toutes les coutures. Donc, on va aussi bien parler de sciences, donc par exemple comment les arbres sont connectés dans le sol à travers leurs racines, et le rôle des champignons là-dedans, mais aussi on va regarder la forêt à travers ses histoires, ses récits, ses métiers, son quotidien, ses animaux. Très bien, merci. Et alors je remarque chez la Martinière un goût pour le grand format, même si le titre dont on va parler maintenant est Royaume minuscule de Anne Jankéliovitch et Isabelle Simler. Alors un ouvrage imposant par la forme. Quelques questions pour vous, peut-être Marie, à propos de ces royaumes minuscules. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire de quel royaume il s'agit exactement ? Alors, il s'agit du royaume des insectes. Ça marche ? Oui, on vous entend. Des insectes sociaux. On a tous, je pense, en tête la fascination des tout-petits quand on les voit accroupis en train de regarder fourmis et autres gendarmes qui se promènent en colonie. Donc on avait une vraie envie de travailler sur ce sujet-là, à la fois fascinant pour les enfants et riche d'informations véritables. Alors c'est un documentaire animé. Ça veut dire quoi exactement ? Alors un documentaire animé, ça veut dire que contrairement au pop-up où là nous sommes sur de l'animation en volume, l'animation ici est une animation qui se fait grâce au flap. L'enfant est en interaction constante avec l'ouvrage puisqu'il a une quarantaine de flaps à soulever tout au long de l'ouvrage. Alors on peut voir que les illustrations sont magnifiques. Comment s'effectue le travail autour du livre, la place entre le texte et les dessins? Est-ce que vous prenez part aussi aux échanges avec l'auteur et l'illustrateur? Oui, alors juste un mot avant de répondre à cette question sur Isabelle Simler. Isabelle Simler, c'est une illustratrice que vous connaissez certainement très bien, notamment pour ses ouvrages aux éditions courtes et longues. Voilà, c'est une illustratrice dont on admirait le travail depuis très longtemps. Et on avait envie de lui proposer quelque chose, mais quelque chose qui ne soit pas forcément déjà fait pour elle. Et c'est pour ça qu'on lui a proposé le livre animé, qui était un support sur lequel elle n'avait jamais vraiment travaillé encore. Et là, maintenant, pour répondre à votre question plus directement, je vais rejoindre Chloé. On a une volonté éditoriale qui est de faire du documentaire un véritable livre d'artiste, un véritable livre d'auteur-illustrateur. Et la seule contrainte qu'on demande à nos illustrateurs sur ce type d'ouvrage, c'est l'exigence scientifique. Le reste, on leur demande de s'emparer du livre, de s'emparer du sujet et de s'emparer de la maquette. Donc elle avait carte blanche totale, elle avait les textes d'Anne Jankéliovitch, elle avait toute la documentation nécessaire, mais pour le reste, elle était libre de composer ses images, de jouer avec la maquette, de faire en sorte que les textes puissent bouger et surtout de créer elle-même les flaps. Elle a décidé, Marie, tu vois, là, ce que je trouve intéressant, ça serait de faire ce flap-là, ça serait ici d'aller créer une animation. Donc, elle était véritablement force de proposition sur ce travail de rapport texte-image. Merci beaucoup. Alors, on parlait de beauté des illustrations, de celle-ci notamment. On va parler maintenant d'un documentaire très original et absolument magnifique. C'est Le Livre de la Nuit de Caroline Fay et Amandine Delaunay. Alors, quelques questions à Garance à propos du Livre de la Nuit. De quoi est-il question exactement dans ce livre, Garance? De tous les aspects de la nuit? Oui, alors à l'origine de ce livre, il y a d'abord une envie graphique, l'envie de travailler sur le noir, au lieu d'une page blanche, de partir d'une page noire et de la creuser. Et c'est comme ça que la thématique de la nuit s'est naturellement imposée, à la fois parce qu'elle cristallise beaucoup de questionnements, de sujets de fascination ou de peurs enfantines, et par son côté tentaculaire. C'est un sujet infiniment riche. On va s'intéresser à tout ce qui a trait à la nuit, donc ce qu'est la nuit, ce qui se passe la nuit et ce qui la peuple. Donc c'est un thème transversal qui permet d'aborder une grande variété de disciplines, puisqu'on va aussi bien s'intéresser à l'astronomie, on va explorer le ciel nocturne étoilé, que la biologie, pourquoi la nuit appelle le sommeil, qu'est-ce qui se passe dans notre corps, mais aussi la mythologie, l'histoire, les animaux nocturnes, ou encore pourquoi l'homme a voulu éclairer la nuit.
Il y avait donc vraiment un vrai côté pluridisciplinaire dès l'écriture de ce livre et l'approche. Oui. Prendre comme prétexte un sujet très transversal et ainsi, comme ça, voyager dans des domaines qui, apparemment, n'ont pas grand-chose à voir en commun. Mais du coup, chacun y trouvera son bonheur, puisqu'on a tous une fascination, un attrait ou une peur liée à la nuit. Alors c'est aussi une porte d'entrée vers le conte, les mythes, l'imaginaire de la nuit. Oui, alors la nuit habite les contes, c'est une dimension essentielle. Et en fait, ici, c'est plutôt le conte qui est une porte d'entrée, puisque les contes viennent éclairer et nourrir des doubles pages plus scientifiques. Ce sont des histoires que les enfants connaissent, aiment, et elles permettent ainsi de créer des échos entre des choses connues et des nouveaux savoirs. Par exemple, La Belle au bois dormant est citée sur une des doubles pages consacrées au sommeil. Alice au pays des merveilles, évidemment, sur celle consacrée au rêve, à cette mécanique très particulière. Ou ailleurs, on va convoquer les couchers de soleil que le Petit Prince voit tous les jours, quand on explique l'alternance du jour et de la nuit. Donc la littérature, les mythes, mais aussi les expressions langagières, je crois que vous voyez La nuit, tous les chats sont gris, viennent ainsi tisser des liens pour mieux comprendre les notions abordées. Alors on a un aperçu de l'ouvrage, tout en noir et bleu, c'est une approche originale. Tout l'album est dans ces teintes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail graphique aussi ? Oui. On a vraiment voulu plonger le lecteur dans cette nuit qu'il explore sous toutes ses coutures. Et ce parti pris graphique fort permet de traduire physiquement le sentiment de la nuit. On a donc travaillé en 2 tons, un noir et un pantone bleu nuit, qui viennent jouer avec le plan papier pour que texte et illustration éclairent l'obscurité, comme s'ils émergeaient de la nuit. C'est une manière en fait de proposer quasiment une lecture, une expérience de lecture immersive. Voilà. Et je trouve que, à mon avis, cet effet est d'autant plus réussi que les illustrations d'Amandine Delaunay ont une puissance poétique et évocatrice assez folle. Alors la nuit, c'est parfois le territoire de monstres et de créatures des créatures les plus terrifiantes. Bestiaire de monstres et de créatures de Sabine Bocador et Benjamin Bachelier. C'est un livre à paraître en mars prochain. La couverture, vous pouvez la voir ici, nous montre un loup-garou en pleine nuit. Chloé, vous allez nous en parler. Alors au dessin, on retrouve Benjamin Bachelier, que certains connaissent peut-être pour ses bandes dessinées, notamment ses nombreuses adaptations de romans en bande dessinée. Qu'est-ce qu'il apporte exactement à cet album ? Alors, en l'occurrence, on a reçu les quelques images de Benjamin juste avant la réunion libraire et on l'a rajouté au dernier moment parce qu'on les trouvait tellement belles qu'on voulait vous en faire profiter. Benjamin Bachelier, c'est un artiste qui travaille beaucoup la peinture, mais là qui va du coup mixer un peu les techniques pour ce livre-ci, qui travaillera aussi sur Procreate, pardon. Et en l'occurrence, quand on a fait ce livre, on a pensé à Benjamin Bachelier. Autant il arrive que les cinéastes aient des acteurs en tête avant de commencer un film. Ce livre-ci, on l'a presque fait pour Benjamin, parce qu'on a un vrai coup de cœur pour son travail. Voilà. Il a des illustrations très signées, très suggestives. Et c'est vrai que là, pour aborder les monstres, en fait, c'est un bestiaire très dense, très complet, de 136 pages, où on va aller comme ça à la découverte d'un patrimoine culturel mondial. Et Benjamin Bachelier, son travail va rendre ce patrimoine culturel vraiment palpable, moderne. Voilà, on a tous une vision très figée, par exemple, du Minotaure. Là, vous allez apercevoir son Minotaure qui, du coup, on peut lire sur son visage une complexité de sentiments très forte. Voilà. Il y a l'idée chez La Martinière Jeunesse de faire des passerelles entre les genres, alors peut-être justement entre la bande dessinée et la jeunesse et le jeune. Oui, en effet, en tout cas, c'est quelque chose qu'on recherche. On aime aussi travailler, faire, entre guillemets, travailler comme Marie le disait tout à l'heure avec Isabelle Simler, faire travailler des gens sur des genres qu'ils maîtrisent moins ou qu'ils connaissent moins pour que vraiment ils puissent s'amuser. Et puis c'est aussi ça qui fait la richesse d'une relation auteur-éditeur. Alors justement, c'est peut-être des questions pour toutes les trois. Sur le choix des thématiques, ça part
souvent de l'envie de travailler avec des auteurs, avec des autrices, des illustrateurs et illustratrices. C'est comme ça que naissent aussi les albums. Ça vient des idées de thèmes aussi. Vous souhaitez explorer le thème de la nuit, je ne sais pas. Comment ça se passe? Ça vient de plein de choses en fait. Et à travers nos 3 présentations, je pense que vous avez un panel de la manière dont on travaille. Chloé vous a parlé au début de presque ses souvenirs d'enfance autour du pop-up. Garance de son rapport à la nuit, qui l'a peut-être conduit à faire cet ouvrage. Moi, de mon admiration pour le travail d'Isabelle Simler. L'idée, c'est véritablement qu'un livre se construit, en tout cas c'est comme ça que nous le pensons, à travers des inspirations, des rencontres. Et l'idée, c'est de mutualiser, c'est de conjuguer nos envies respectives déjà, les auteurs et les illustrateurs avec lesquels on a envie de travailler. Et parfois, on pense une thématique et, comme vient de le dire Chloé, l'illustrateur s'impose à nous. Et parfois, c'est l'inverse. On a un illustrateur ou un auteur avec lequel on a un grand désir de travail. Et on va aller chercher la thématique qui lui siera le mieux. Voilà, je crois que on s'empêche rien, que ce soit des sujets plus niches ou des sujets traités maintes et maintes fois. La seule chose qu'on s'impose, c'est d'en donner notre propre vision à toutes les 3 et la vision de la Martinière Jeunesse. On a parlé de pop-up, de documentaires animés. La question du format, elle arrive très tôt dans la conception des albums, des ouvrages. Évidemment, c'est un choix qui se fait très en amont. Et c'est pas qu'un choix éditorial ou graphique. On essaye vraiment de trouver le format qui va le mieux s'adapter à un sujet, mais aussi qui va permettre à l'illustrateur de s'exprimer pleinement. Et évidemment, un choix qui aille dans le sens du confort du lecteur, en fonction de sa tranche d'âge, mais aussi du sujet, si c'est un sujet intime ou si c'est un sujet grand public qu'on peut afficher. Alors, intéresser les enfants et les jeunes, cela passe aussi par l'idée de les impliquer directement. On va parler de différents ouvrages dans lesquels les enfants ont un rôle à jouer. Alors, Chloé, vous allez nous parler de Merveilleuse Machine de Jen Wilshire et Andrés Lozano, traduit par Louisa Alberti, qui va sortir, je crois, en mars 2022. Toutes les dates, vous les avez sur le PowerPoint. En quoi les enfants sont-ils invités à participer dans cet ouvrage ? Alors, il y a une petite loupe rouge. Donc, vous savez, ce film, effectivement, qu'on va venir passer sur les illustrations et qui va venir révéler des choses que l'encre rouge était parvenue à dissimuler. Donc, c'est un jeu très simple, en fait. C'est une impression quadri, et plus 2 tons, un bleu et un rouge, qui reprend ce même rouge de la loupe. À noter que, en fait, associé à cette loupe, qui va nous faire voir l'intérieur des machines. On a aussi des petits jeux de cherche et trouve. Voilà. Alors c'est un livre pour futurs ingénieurs. Le livre s'intitule La Merveilleuse Machine. Est-ce que vous pouvez nous parler des machines en question ? Alors il y a plein de machines différentes, aussi bien la Station Spatiale Internationale que un grille-pain, une voiture, un vélo. Enfin, c'est très très large, et sous-marins, un porte-conteneurs. Voilà, l'idée, c'est effectivement de jouer avec cette passion qu'ont les enfants, on va dire les enfants en primaire, pour répondre à la question comment ça marche. Est-ce que aussi, voilà, ce sujet passionnant de ce que cache l'enveloppe des choses, et est-ce que l'illustration est capable de traiter mieux que tout, puisqu'évidemment on peut aller au-delà de cette enveloppe. Alors, il y a un nombre de détails impressionnants dans cet album. Merci. Guérance, vous allez quant à vous nous parler de la fantastique aventure des montagnes gelées de Emily Hawkins et R. Fresson. Il sort en octobre. Alors, c'est un livre-jeu. C'est un livre à l'image presque des livres dont on était le héros quand on était enfant. Oui, c'est exactement ça, mais en fait, c'est bien plus que cela. Donc, un livre-jeu sur le principe du livre dont tu es le héros. Le point de départ, le lecteur aventurier doit rejoindre son grand-père dans les Alpes, mais son hélicoptère a une avarie et il doit sauter en parachute. Perdu en pleine montagne, il n'a à sa disposition que le contenu de son sac à dos, une carte, sa jugeote et... un étrange... ah non, ça, il ne l'a pas encore tout de suite. Non, il a le carnet de survie de son grand-père. Voilà. Et donc, pour se sortir de cette situation périlleuse, il va devoir faire des choix qui l'enverront sur d'autres pages, comme un classique livre dont tu es le héros.
mais à cela s'ajoute donc ce plus génial, qui est une sorte de roue de la fortune, une flèche de survie, qui va influer sur le cours du jeu. Alors, comment exactement? C'est-à-dire qu'on va tourner la roue et ça va nous donner vers des chemins, des destinations qui n'étaient pas forcément prévues. Exactement. C'est assez fidèle à la réalité. On le sait, en montagne, il y a bien des dangers qui attendent l'arpenteur. Et certains choix sont plus risqués que d'autres. Donc, pour savoir sur quelle page se rendre, le lecteur fera tourner cette flèche de survie sur le cercle choisi, qui lui indiquera s'il s'en sort, s'il se blesse ou s'il périt. Et vous verrez que les chances de tomber sur une issue fatale sont variables d'un cercle à l'autre, car cela traduit vraiment la réalité du terrain ou du danger. Donc c'est à la fois grâce à ces observations, ces choix et cette flèche de survie que le lecteur découvre où son aventure le mène. Et je me permets juste de préciser que en éditant le texte et puis en jouant pour vérifier la cohérence et les renvois de pages, j'ai mesuré à quel point c'était intelligemment conçu, d'une grande justesse et d'une richesse folle. On peut rejouer à l'infini grâce à cette flèche de survie qui influe sans cesse de manière différente sur le cours du jeu. Et donc, à chaque fois, on va passer par des étapes différentes et apprendre de nouvelles choses. Alors, on est dans la montagne. C'est aussi un documentaire sur la montagne? Il y a aussi des choses très réalistes sur ce qui Oui, c'est l'autre atout de ce livre, c'est que derrière le jeu se cache un véritable documentaire sur la montagne et les techniques de survie. Au fur et à mesure de sa progression, le lecteur apprend quels sont les dangers naturels et comment les affronter. Et c'est le carnet de survie, le fameux carnet de survie de son grand-père, qui fournit toutes les informations scientifiques et les conseils à suivre. Donc on découvre par exemple comment construire un abri dans la neige. Et dans le carnet, on trouve également de fausses coupures de journaux avec de vraies photos où sont narrés les périples de véritables survivants ou alpinistes. Donc tout en vivant en aventure, le lecteur profite d'une somme de connaissances rigoureuses. Voilà, c'est vraiment un livre mené de main de maître qui est à la fois ludique, narratif et documentaire. Et vous le voyez, un format et une fabrication remarquable. Et un tout dernier mot sur le travail graphique. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé en regardant les images. On a l'impression d'être plongé presque dans une BD franco-belge. Oui, donc vous l'avez remarqué, il y a vraiment une filiation et un hommage à la ligne claire, un graphisme à la fois sobre et très attractif de R. Fresson, et qui est une grande illustratrice qui travaille pour les plus grands noms de la presse, en particulier le New Yorker ou le Guardian. Et alors vous allez également nous parler d'un autre livre, Les mondes du futur, parce que ce n'est pas tous les jours la fin du monde, de Vincent Bergier, à paraître en avril 2022. Alors il est question dans cet ouvrage de réchauffement climatique, d'extinction des espèces, de la colonisation de l'espace. Vincent Bergier nous propose d'imaginer le monde terrifiant de demain? Non, pas du tout. Effectivement, il part de ce qu'on ne cesse de nous répéter, effectivement, entre le réchauffement climatique et la colonisation de l'espace. On a vu les premiers touristes atterrir hier soir. Le monde est, tel qu'on le connaît, est sur le point de changer radicalement. Donc, à quoi est-ce qu'il va ressembler ce monde de demain, dont hériteront tout de même les enfants d'aujourd'hui? Eh bien, Vincent Bergier joue avec les codes de la SF pour imaginer des alternatives plutôt oniriques et amusantes à justement tous les scénarios catastrophes qu'on a l'habitude d'entendre. Et c'est un album, mais un vrai faux documentaire, puisqu'il s'inspire des recherches actuelles pour esquisser un panorama du monde ou des mondes possibles, en poussant juste un petit peu le trait plus loin, sous la forme d'ères futuristes, de la plus plausible à la plus farfelue. Voilà, une manière de dire que la fin du monde n'est pas pour demain, et puis ça fait du bien à entendre. C'est une question à laquelle on va revenir un peu tout au long de la rencontre, mais les jeunes sont intéressés par l'avenir de la société, par le futur. Là, l'idée, c'est de leur proposer des pistes. Ils sont eux-mêmes extrêmement intéressés par... Oui, je pense que c'est déjà les plus concernés au premier chef. On voit aujourd'hui que c'est quand même beaucoup les jeunes, enfin on va en parler peut-être plus longuement avec les ados, puisque ce sont eux les premiers acteurs justement d'un véritable engagement vis-à-vis de la planète. Et là, on est en effet sur un drôle d'exercice d'anticipation.
et c'est quand même une invitation à la réflexion du lecteur, dont l'imagination va répondre à celle de l'auteur. Devant ces airs futuristes, franchement drôles d'ailleurs souvent, ou tristes quand on est un adulte et qu'on voit la réalité qui se cache derrière, le lecteur va pouvoir se projeter et à son tour interpréter, choisir quel monde il va pouvoir contribuer à construire. Voilà, donc on l'implique en faisant appel à son imagination et aussi à son intérêt pour ce qui concerne au premier chef, l'avenir. Voilà. Et alors on va parler justement des ados dans quelques secondes. Juste quelques questions peut-être sur la façon d'impliquer les enfants dans les ouvrages. C'est important pour vous d'impliquer le plus possible les lecteurs, les lectrices de vos ouvrages ? C'est une des vertus aussi des quelques exemples qu'on vous a présentés. On sait que les notions sont d'autant mieux acquises que la réflexion du lecteur est sollicitée. Et là, avec ces quelques exemples, on a vu qu'on pouvait le solliciter par la manipulation, par le jeu, par le pop-up ou aussi par un exercice d'imagination particulier. Alors on va passer à une autre thématique. Vous parliez des ados, on va évidemment s'intéresser aux questions des jeunes ados, des jeunes qui sont très curieux de tout ce qui les entoure et de ce qui se passe dans leur corps. Ce sont en effet les jeunes ados. Il y a plusieurs publications qui leur sont directement destinées sur des sujets qui les concernent, leur corps, leur rapport aux autres, la société, le regard des autres aussi sur leur propre corps à travers les réseaux sociaux. On va en parler à travers plusieurs ouvrages regroupés en différents thèmes. On va notamment parler d'ouvrages qui s'intéressent donc à toutes les questions que peuvent se poser les adolescents. Marie, vous allez nous parler par exemple de Salut les ados de Véronique Corgibet et Robert, un ouvrage qui sort en mai 2022. Il y avait l'idée avec cet ouvrage de créer une sorte de bible pour ados qui regrouperait l'ensemble des questions, de leurs questions et interrogations. Vous faites la question et la réponse, mais c'est exactement ça. C'est une véritable bible pour ados qui va passer en revue l'ensemble des sujets qui leur tiennent à cœur et qui surtout font leur quotidien véritablement. Donc des sujets aussi bien comme l'amour, l'amitié, le rapport aux autres, le rapport à soi-même, le regard des autres. On sait que l'adolescent est une véritable matière en mouvement, si je puis dire. C'est vraiment, s'il y a une tranche d'âge que je trouve personnellement absolument passionnante, c'est l'adolescence, parce que voilà, il y a un bouillonnement intérieur qui est très très fort. Et à travers ces ouvrages-là, dont de notre côté on a pu remarquer l'importance et la nécessité. On est une maison qui publions depuis maintenant plus de 15 ans et qui a beaucoup de documentaires pour ados. Et fort de leur succès, on sait qu'il y a une vraie demande pour eux et pour les parents d'accompagner le lecteur à travers cette période de l'adolescence. On peut voir des verbatims de lecteurs dans l'ouvrage. C'est important de les impliquer aussi dans ce type d'ouvrage ? Je pense aujourd'hui que les ados, quand ils lisent un livre, ils ont certes besoin d'une parole d'expert, certes besoin de repères, mais ils ont avant tout besoin de pouvoir s'identifier d'une certaine manière à leur père. Et la manière dont on pense nos livres, notamment pour cette tranche d'âge-là, c'est véritablement qu'ils puissent aller piocher, qu'ils puissent aller se servir entre le conseil, la pratique, les citations d'autres adolescents, afin de pouvoir se retrouver et aller chercher exactement ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin en fait. On peut voir des exemples d'illustrations. Il y a l'idée derrière ces illustrations de dédramatiser les situations ? Il y a une volonté de prendre un style graphique dans lequel les ados vont se retrouver, évidemment. Le choix de Robert s'est porté parce que c'est un illustrateur qui sait à la fois très très bien capter des postures, capter des expressions et représenter les ados, mais aussi parce qu'il a beaucoup d'humour et qu'il a cette capacité parfois sur des sujets plus compliqué de faire un petit pas de côté ou en tout cas d'aller, comme vous le dites, dédramatiser une situation parce que on parle aussi bien d'amour ou d'amitié, mais on parle également de harcèlement, on parle également de manque de confiance en soi. Donc l'ensemble des sujets ont des tons un petit peu différents. Comme dans la vraie vie, il y a plein de choses qui sont super et il y a des choses qui nous angoissent plus.
Alors, vous allez également nous parler de Scienceflix. C'est un ouvrage qui est paru en septembre 2021 et qui s'intéresse alors aux séries télé. Plus exactement, c'est un ouvrage qui part des séries télé les plus populaires auprès des ados, aussi des adultes, pour analyser la société. Alors, c'est un ouvrage de Hamza Garouche, Kevin Razi, Agnès Garouche et Simon Bailly. Comment est né cet ouvrage exactement, avec l'idée que les séries intéressent les ados ? Alors, l'ouvrage est né d'une double réflexion, celle des auteurs qui nous ont proposé ce projet. Donc, c'est une équipe avec laquelle, notamment Hamza Garouche et Kevin Razi, étaient deux auteurs avec lesquels nous avions travaillé sur un titre qui s'appelait Fake News, paru en 2019. Et là, ils sont revenus vers nous avec cette proposition d'aller traiter des notions, pour employer un grand mot qui pourrait faire peur aux ados, mais pas à vous, des notions de sciences humaines, mais par le prisme de la série. Et la réflexion parallèle, c'est la nôtre, c'est que pour intéresser des adolescents, un public particulièrement versatile comme nous le savons tous, c'est aussi trouver le moyen d'aller capter leur attention à travers des choses qui leur plaisent. Et on sait que les ados sont les premiers fans addicts de séries. C'est un ouvrage qui est accessible dès 13 ans. Les ados regardent beaucoup de séries et il nous a semblé effectivement pertinent d'aller capter leur attention à travers cette thématique de la série. Alors j'ai une question peut-être pour toutes les trois. J'imagine que les éditeurs et éditrices regardent beaucoup ce qui se fait d'ailleurs en série télé pour s'inspirer de choses à proposer aux lecteurs. Est-ce que c'est le cas ? Scienceflix en est une bonne illustration. Je vous prends 3 exemples de séries. Si on prend Sex Education, Sex Education vient mettre en avant les nouveaux mœurs à la fois sentimentaux et sexuels et dans les rapports humains des ados. Et à travers le miroir de la série, on a la possibilité d'aller leur parler d'eux, leur parler de nous, leur parler de notre société. Mais on va aussi traiter avec des séries comme 13 Reasons Why, du harcèlement scolaire. Donc, oui, d'une certaine manière, nous, en tant qu'éditeurs et nos auteurs, avons une volonté d'être au plus près de nos lecteurs. Et être au plus près de nos lecteurs, c'est effectivement d'être un petit peu les éponges de supports différents. Donc, vous parliez de Netflix au tout début. Netflix, voilà, là, à travers les séries, on s'est dit, voilà, il y a quelque chose à faire pour aller leur parler de société, leur parler d'urbanisme, leur parler d'histoire, leur parler de politique, leur parler de corruption. Voilà, Casa de Papel va aller venir illustrer aussi des idéologies politiques dont ils se nourrissent et qui font la société dans laquelle ils vivent. Et peut-être encore un dernier mot sur l'ouvrage. C'est le choix des séries, le choix s'est fait à partir des séries ou des thèmes que vous souhaitiez aborder. Comment s'est fait exactement la sélection ? Je pense assez parallèlement. Déjà, c'était une proposition des auteurs sur laquelle on a beaucoup travaillé parce qu'effectivement, c'est des sociologues. Hamza Garouche est un sociologue, Agnès Garouche est un prof d'histoire. Donc il y avait un point de départ qui était vraiment celui d'aller traiter de ces grandes notions qui font nos sociétés, et des grandes questions qui nous permettent de la comprendre, de la décrypter. Et Kevin Razi, lui, est un petit peu plus au fait, je dirais, de la culture populaire. C'est un humoriste, il a eu une émission sur Canal+ pendant très longtemps, il est très au fait des sujets de société. Donc, il y a eu une espèce de ping-pong sur le choix des séries. Tiens, j'ai envie de parler d'histoire, quelle série est la meilleure pour pouvoir aller évoquer telle et telle chose ? Ça serait intéressant de parler des nouveaux rapports entre les ados. Impossible de faire l'impasse sur Sex Education. Donc, il y a eu les choses se sont faites assez parallèlement et de manière assez évidente.
Merci beaucoup. Alors, un sujet qui intéresse particulièrement les ados, c'est le corps, leur corps. L'adolescence, c'est la période où le corps change. Les ados ont beaucoup de questions, d'interrogations à propos de ces changements, des questions qu'ils n'osent pas toujours poser d'ailleurs. Un livre qui aborde ces questions à travers le regard des autres et l'influence des réseaux sociaux, c'est le livre « Silhouette, mon ami, mon ennemi » du docteur Dominique Cassuto et Tiffaine de Rouget. Il sort en librairie en août 2022. Quelques questions pour vous, Garance, à propos de cet ouvrage, de « Silhouette, mon ami, mon ennemi ». À qui il s'adresse exactement ? Alors, il s'adresse particulièrement aux ados, éventuellement aux pré-ados, mais c'est vraiment aux ados. Ce livre est né d'une rencontre et en fait plutôt d'une discussion informelle avec le docteur Cassuto, une passionnante endocrinologue au Verbe Haut, et elle a remarqué dans sa patientèle, elle a une grande patientèle d'ados, un véritable changement ces dernières années, beaucoup plus de problèmes de dysmorphie, de troubles alimentaires. Et ce constat, les critères de beauté sont de plus en plus exigeants et de moins en moins réalistes. Donc si vous parliez des réseaux sociaux, de fait, on s'adresse plutôt à ceux qui pratiquent, qui fréquentent beaucoup les réseaux sociaux. Voilà. Et donc, forte de ce constat, elle a un petit peu regardé plus loin et c'est vrai que quand on voit que les réseaux sociaux, les influenceurs ou les stars de la réalité proposent un miroir très déformé et la relation sociale se développe aussi et beaucoup et de plus en plus de manière numérique, on se rend compte à quel point les ados ne se regardent plus tels qu'ils sont vraiment, ni ne se donnent à voir tels qu'ils sont. Sur Insta, on ajoute des filtres, on se met en scène pour diffuser une image construite et maîtrisée de soi, qui sera sanctionnée par des likes. Donc vous allez me dire, c'est pas nouveau, cette image d'un corps idéalisé et normé, véhiculé par les médias, mais les réseaux sociaux sont une caisse de résonance encore plus importante. Et ce qui diffère, c'est que les ados ne sont plus exclusivement face à des images de mannequins dans les journaux, mais aussi face à leur père, comme tu le disais, et que les frontières entre un idéal fictionnel et la réalité sont davantage brouillées, d'où cette explosion de l'anxiété sociale, de l'insatisfaction de son image corporelle. Et c'est vraiment pourquoi de cette discussion, un livre s'est imposé qui s'adresse directement aux ados. Avec un message qui est de regarder son corps de nouveau et l'apprécier ? Oui, de savoir accepter cette multitude de corps, de faire avec soi, et donc on va vraiment passer en revue toutes les problématiques liées au corps, mais aussi une définition de la norme, de l'IMC, et voilà, on va passer du surpoids, de la maigreur, des relations avec la famille, avec les parents, les réseaux sociaux, comme vous le disiez, qui ne sont pas que une caisse de résonance, qui sont un vrai lieu d'échange et de partage. Il y a une étude récente qui disait que les jeunes étaient extrêmement malheureux à cause d'Instagram, parce qu'il y a effectivement des codes qui sont imposés par les autres. Oui, et puis en plus, plus on fréquente, plus on devient addict, mais plus du coup on a une vision aussi assez déformée de la réalité. Donc c'est pas le propos de l'ouvrage, mais évidemment il le sous-tend. L'idée, c'est de prévenir des dangers et de rester vigilant face aux algorithmes et à l'effet bulle qui réduit notre vision du monde à ce qu'on aime, à ce qu'on connaît déjà, et qui, à force, éteint ce regard, cette capacité critique qu'on peut avoir. Voilà, mais sur les réseaux sociaux, c'est aussi des formidables outils pour se sociabiliser, pour échanger avec ses pairs. On n'y trouve pas que des injonctions à la minceur. Donc, il faut savoir vraiment en tirer le bon parti, faire les bons choix et avoir une pratique éclairée. Alors on peut voir que le style est très réjouissant et très particulier. Chaque thème est introduit par un strip de BD. Est-ce que vous pouvez nous parler du travail de l'illustratrice ? Oui, alors on a voulu une illustration qui prenne le contre-pied des illustrations girly, une approche décomplexante où les formes ne sont pas excessivement marquées et un ton léger. Mais la BD n'est pas qu'un choix graphique. Ces strips inauguraux que, bon là vous n'en voyez pas dans les exemples, mais ces strips inauguraux proviennent traduisent facilement en fait une matière première existante que sont des témoignages de patients et des échanges avec les ados qu'a pu mener le docteur Cassuto. Alors impossible de parler du corps sans parler du sexe qui occupe
les pensées de certains ados, tous les ados. Marie, vous allez nous parler de Le sexe, sans tabou ni complexe, de Emma Strack et Benjamin Chaud, qui sort dans 1 an. J'imagine qu'il n'est pas évident de concevoir un ouvrage sur le sexe pour des ados. Quel était le mot d'ordre pour construire ce guide ? Ça fait quand même un moment qu'on parle de sexe en littérature jeunesse. C'est une thématique sur laquelle on peut trouver plusieurs ouvrages. On en avait publié un il y a 10 ans qui a très bien fonctionné. Et puis, il nous est apparu important de faire une nouveauté avec aussi de nouvelles thématiques parce que la société a changé, parce que la société... L'idée, le mot d'ordre, c'est un peu un anti-manuel YouPorn. C'est un peu, c'est un peu ça. C'est l'idée qu'un ado prévenu et informé se dirigera vers une sexualité épanouie et responsable et égalitaire. Donc c'est pas évident d'en parler. Maintenant, on a une conviction forte qui est que parler à un ado de sexe, même s'il ne le pratique pas encore, mais en tout cas lui montrer que le sujet n'est pas un sujet tabou qui répond parfois à une gêne du parent, parce que bien évidemment que c'est pas simple d'aborder cette notion-là. Les plus petits, eux, vont poser des questions, comment on fait les bébés. Les ados vont pas poser ce type de questions, vont aller chercher l'information par d'autres vecteurs, mais en tout cas montrer une capacité à évoquer ce sujet-là, je pense, et nous pensons, construit aussi l'ado dans son rapport à son propre corps, au corps de l'autre, à la notion de plaisir, de désir. Et l'idée, c'est véritablement de montrer qu'à partir de... C'est aussi de prévenir, c'est de sensibiliser, c'est de leur en parler, c'est de dédramatiser le sujet afin qu'ils abordent leur futur ou leur sexualité, pas par les biais justement d'informations à travers auxquelles ils pourraient avoir accès. Il y a une ouverture sur toutes les thématiques, tous les thèmes possibles. Il y a pas de tabou dans cet ouvrage. Il n'y a pas de tabou. On parle évidemment de puberté pour commencer l'ouvrage, mais on va avoir un petit... Là, vous ne le voyez pas, mais quelques doubles pages que nous appelons entre nous Jouissance Club, où nous parlerons des positions. Il va y avoir il y aura aussi, on parlera de l'identité, des différentes orientations sexuelles, de la sexualité aussi, du désir personnel, du plaisir. On essaye je pense que c'est une erreur de penser que l'ado, à partir de 13 ans, en connaît moins que nous. Il en connaît beaucoup. Il ne le connaît pas de la même manière. Et même s'il ne le pratique pas, encore une fois, il entend beaucoup de choses. Il peut être amené à voir des images. Et c'est pour prévenir une mauvaise information autour de tout ça qu'il y a une vraie volonté d'en parler sans tabou. Et alors, vous parlez tout à l'heure de dédramatisation. Est-ce que ça passe par les dessins aussi ? Alors, ça passe par les dessins, mais là, c'était aussi une grande envie de travailler avec Benjamin Chaud, qui est un illustrateur que vous connaissez bien, qu'on connaît évidemment pour son travail comme Pomelo ou Pompon Ours, mais il s'avère que Benjamin avait aussi envie d'accompagner ses propres enfants qui grandissent. Et quand je lui ai proposé de faire cet ouvrage, l'idée, c'était, là encore, de lui faire autre chose que ce qu'il pouvait faire chez d'autres éditeurs. Et il a été partant tout de suite. Et les images de Benjamin, là, ce que vous voyez, c'est vraiment des recherches de personnages, mais ça me permet de vous montrer aussi comment on construit un livre. Voilà, il y a une véritable... Là, il m'a envoyé ça en me disant, je ne sais pas encore le traitement, mais je suis en train de faire cette recherche de personnages. Mais il y a une certaine forme, oui, d'humour, de poésie, de tendresse dans les illustrations qui viennent non pas alléger le sujet, parce que ce n'est pas un sujet lourd, mais qui viennent l'illustrer avec intelligence et sensibilité. Une question aussi pour toutes les trois peut-être, mais sur la place des ados dans la constitution des livres. Est-ce qu'ils sont présents ? Est-ce qu'ils ont un regard ? Est-ce que vous les consultez pour fabriquer les ouvrages ?
Pardon. Autant on disait tout à l'heure qu'on était des éponges, donc on se renseigne beaucoup, on parle beaucoup avec des ados, mais aussi avec leurs parents. Et en fait, on se rend compte que c'est surtout les parents qui continuent d'acheter des livres pour leurs ados parce qu'ils imaginent qu'effectivement, ils ont besoin de clés sur des sujets qu'eux-mêmes ne sont pas toujours très à l'aise pour aborder. Donc le sexe, mais effectivement aussi les réseaux sociaux, le rapport au corps. Et en fait, ils cherchent pour leurs ados des livres référents qui vont être, entre guillemets, avec un contenu dont ils savent qu'il est un peu plus sérieux que des recherches aléatoires sur Internet. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on reste au plus près de la parole des ados, notamment par leurs témoignages, mais on fait très attention aussi à ne pas singer leur langage, voilà, à ne pas les regarder de haut, entre guillemets. Et les auteurs ont une vraie... dans la construction des ouvrages, nos auteurs, généralement, vont au contact des ados, là, on en parlait avec le docteur Cassuto, dont c'est souvent les patients, mais Emma Strack, qui était l'auteur de Harcèlement et de discrimination et qui travaille sur le sexe, véritablement va à la recherche, que ce soit dans un premier temps sur les forums ou autres, ou au contact des ados directement, afin de voilà, retranscrire leurs paroles au mieux. Alors l'ado, et c'est probablement de plus en plus vrai aujourd'hui, ne s'intéresse pas que à lui-même, mais aussi de plus en plus au monde de demain. Les activistes les plus populaires, les plus actifs, ce sont parfois les ados eux-mêmes. Un label que vous proposez depuis quelques temps, c'est Iliga. C'est un vrai engagement de votre part pour le climat et s'adresse justement aux ados. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce label Garance ? Alors c'est un label éco-responsable qui implique une fabrication et une manière de travailler plus vertueuse et plus éco-responsable, et donc beaucoup plus de contraintes sur lesquelles on s'interdit de transiger. Donc il va y avoir toute une grille de contraintes techniques, et je peux vous en citer quelques-unes si vous voulez. Par exemple, seuls 3 formats optimisés pour leur très faible gâche de papier sont utilisés. On imprime évidemment sur un papier certifié et en France, à moins de 500 km de nos entrepôts, c'est une donnée essentielle, avec des encres végétales et aucun vernis ni pelliculage issu de la pétrochimie. Les couvertures cartonnées sont proscrites, donc il ne s'agit que d'ouvrages brochés pour un gain de volume, de poids et d'énergie, de transport. En amont, là c'est notre petite sauce interne, mais tout le travail de relecture, de photogravure et de validation des documents de l'imprimeur se font exclusivement sur écran. En aval, on réduit le nombre de services de presse en proposant systématiquement des versions numériques de l'ouvrage et globalement une communication entièrement dématérialisée. Donc Iliga est un label aux caractéristiques bien plus exigeantes que tout ce qui se fait ailleurs. Et alors c'est une... Je vous en prie. Du coup, non, mais pour compléter, et qui du coup convient très bien effectivement à nos ouvrages pour ados. On sait que pour les plus petits, c'est difficile de transiger sur le toucher, sur la forme, sur le tout carton. Ces ouvrages-là, pour les ados en recherche et en demande. Il y a une véritable, et vous le disiez tout à l'heure, aussi volonté de l'adolescent d'être au plus près du monde de demain, et ce monde qui parfois l'angoisse un petit peu. Donc c'était important pour nous de répondre à cette demande-là aussi. Donc les thématiques abordées par ce label seront des thématiques qui concernent directement les adolescents ? Alors, de fait, Marie vient de le dire, comme toute couverture cartonnée et proscrite, automatiquement, le format broché se prête à des paginations plus importantes et plaît aux ados. C'est un lectorat, comme l'a dit Marie, qui s'engage pour la planète, qui a une conscience plus aiguë de la nécessité de s'engager, d'agir maintenant. Et donc, il s'agit, sous ce label, de livres qui s'adressent plutôt aux adolescents. Pour autant, les premiers titres qui sont parus sous ce label traités de thématiques engagées, par définition. Donc là, vous voyez Citoyens de demain, il y a eu Tous écolos, dans un autre genre, L'essentiel du XXe siècle. Mais
notre ambition est vraiment de publier le plus grand nombre possible de livres sous ce label, indépendamment de leur contenu. Donc pour l'instant, le rythme, c'est lequel pour les publications? Alors, le rythme, c'est fonction de notre nombre de titres qui peuvent se glisser dans ce format-là. Donc, l'année prochaine, pour l'instant, on en a 3 ou 4, il me semble. En fait, tous les livres dont on vient de vous parler pour les ados seront en e-liga. Voilà, enfin, tous ceux qu'on vient de vous présenter. Voilà, Silhouette, Sexe et Science-Flix l'été, Citoyen et Salut les ados. Alors on va s'intéresser maintenant à de plus jeunes lecteurs, ceux qui ne savent pas encore forcément tenir un livre entre les mains, qui ne savent pas encore très bien lire et qui ont besoin d'un accompagnement, ceux qui entrent en maternelle, disons. Comment leur donner le goût des livres et de la lecture? On va voir ça ensemble. On parlait de différents formats disponibles dans les documentaires pour donner le goût de la découverte aux plus jeunes. Les formats aussi ont leur importance pour donner le goût de l'objet livre aux plus petits, à la petite enfance. On parlait des pop-up parmi les premiers livres présentés aujourd'hui. Alors avec vous, Chloé, on va parler des petits pop-up d'Aurore Petit en librairie en janvier 2022. On peut voir qu'il s'attache à une couleur. Le but est de faire découvrir les couleurs aux plus petits? Alors effectivement, c'est une des premières notions qu'on leur apprend, les couleurs. Donc là, effectivement, c'est même des livres d'éveil, en fait, avant 3 ans. Et on propose effectivement un format qui est peu exploité dans l'édition jeunesse, qui est le pop-up pour les tout petits. Voilà, sur ce tout petit format-là. Donc en fait, il n'existe pas tant que ça d'ouvrages en volume pour les petits. Quand c'est le cas, c'est plutôt des tirettes, flaps, voilà. Et alors que là, effectivement, on a un vrai volume, par définition. Voilà, ce sont des pop-up. C'est un support vraiment génial pour eux parce que d'abord, on le sait, l'apprentissage passe par l'image, mais il passe aussi pour les plus jeunes par la matérialité et aussi par la manipulation. Voilà. On pense à des kirigami, cet art du découpage de papier japonais. Ça a été l'influence pour la conception de ces ouvrages? Oui, alors tout à fait. Effectivement, en fait, la kirigami, c'est qu'elle nous permet aussi d'avoir du volume et elle coûte aussi un petit peu moins cher que du pop-up, en l'occurrence. Donc voilà, c'était aussi l'idée, et de faire quelque chose qui soit aussi pas fragile, avec un carton un peu plus épais. Et la kirigami permet ça, en fait, parce que c'est directement découpé dans la page. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler d'Aurore Petit et de votre travail avec elle? Effectivement, on l'a déjà dit, mais les livres sont aussi le fruit de rencontres, d'affinités. Aurore, on s'était rencontrés parce qu'elle avait travaillé en tant qu'illustratrice sur certains de nos ouvrages, des documentaires. Et en fait, il y a quelques années, elle nous a montré qu'elle se mettait aussi à l'ingénierie papier. Et on a été charmés par ce travail-là, effectivement, parce qu'on a nous-mêmes un attrait pour l'animer. Voilà, donc on développe ça ensemble et avec cette idée-là, par exemple, là, d'aborder les couleurs en allant voir du côté des animaux, des objets, des aliments, aussi avec à chaque fois une surprise plus métaphorique à la fin, par exemple l'amour pour la couleur rouge, la nature pour la couleur verte. Voilà, et c'est surtout en fait très drôle. Alors là, vous avez des exemples pour l'instant sur ces maquettes faites par elle, mais effectivement, ça sera illustré en un ton Pantone, donc sur ce petit format que vous voyez là. Voilà, moi j'adore le poussin jaune, je ne sais pas si vous le voyez là. Le poussin jaune qui écarte les jambes, la crotte de nez verte à venir découvrir dans la narine du personnage. Voilà. Et alors un autre livre dont vous allez nous parler, Chloé, c'est sur le chemin des dinosaures, qui sort en mars 2022. On va parler du côté ludique de ce pop-up, mais c'est avant tout un documentaire? Alors, ce livre, il est triplement intéressant. C'est en fait un documentaire, donc pour les enfants à partir de 3 ans, un pop-up également, et aussi qui se déploie pour former un grand tapis de jeu. Et il y a une démonstration. Voilà, une démonstration. On a fait un peu de place, je ne sais pas si vous avez pu voir. En l'occurrence, il se regarde, il se lit aussi bien en double page par double page, et on va venir y apprendre des informations documentaires, qui du Tricératops ou du T-Rex va remporter la bataille, ce que mange le Camazorus, voilà, enfin... Toutes ces infos-là, mais effectivement, en fait, on va répondre à la passion des enfants pour les dinosaures aussi bien que pour le jeu, puisque à la fin, on peut former donc un tapis avec un chemin qui peut nous permettre d'ajouter nos figurines et autres, et puis des petites voitures pour passer de biotope en biotope et d'époque en époque.
Et alors je crois que c'est à l'échelle Lego, c'est ça? On peut jouer, les enfants peut jouer avec des Lego, disons que c'est à l'échelle 1/50e. Un Lego enfant, voilà, aura la taille correspondra à un enfant de 6 ans, pardon. Alors vous citez, donc, voilà. Oui. Vous parlez de la passion des enfants pour les dinosaures. Moi, j'ai grandi aussi avec Jurassic Park, c'est une partie de mon enfance. Et cela veut dire que les dinosaures, encore aujourd'hui, sont les stars des enfants? Ouais, tout à fait. Alors, je pense que vous le savez mieux que quiconque. Par expérience personnelle, moi, j'ai mon fils de 4 ans qui me reprend à chaque fois que je prononce mal Parasaurolophus. Là, je crois que je l'ai bien dit. Voilà, donc grande passion pour les enfants qui ne tarit pas. Et alors, donc, on peut voir, on peut voir que le format se déplie et on peut jouer avec, mais il y a évidemment énormément d'informations sur chaque dinosaure et sur chaque biotope dont vous parlez. Exactement, il y a des blocs de texte et en plus, à la fin, vous pouvez voir évidemment aussi sur l'image. Voilà, il y a en plus quelques petites informations sur le monde des dinosaures et le temps des dinosaures à l'envers. Voilà. C'est assez facile à manipuler. Là, Garance, c'est une de ses premières fois, mais une fois qu'on a pris le coup de main, c'est facile. Et surtout, maintenant, il faut le replier. C'est une autre paire de manches. Ça va, tu les replies un par un. Non, dans l'autre sens. Ah oui. On va parler avec vous, Marie, d'un personnage très connu dans le monde entier. C'est le personnage de Miffy, de Dick Burnah. Vous publiez en effet Miffy, mon coffret doudou, en novembre. C'est un coffret de fin d'année. Qu'est-ce qu'il contient exactement? Bravo pour le repliage de... Alors, mon coffret doudou avec Miffy, Miffy, c'est surtout très patrimonial. C'est ce qui a guidé, je dirais, notre volonté d'en faire notre petite ambassadrice de la lecture. Et dans cet ouvrage-là de fin d'année, dans ce coffret de fin d'année, on trouve 2 petits tout-cartons sur des thématiques très ancrées dans le quotidien, la nuit et la journée, et une peluche inédite, et un doudou inédit de Miffy. Donc l'idée, c'était aussi, à travers le doudou, de faire rentrer... de faire rentrer dans l'univers de Miffy à travers la puériculture, puisqu'elle est particulièrement présente dans ce domaine. Et puis, ces deux petits tout-cartons. L'idée, c'est véritablement, et je m'arrête là sur ce coffret, mais c'est véritablement de faire entrer le livre quasiment dès la naissance, en fait, pour le tout petit. Le familiariser avec la lecture à voix haute du parent, et l'objet livre. Alors accompagner les enfants passe par le fait d'accompagner les parents aussi, d'accompagner les parents eux-mêmes. On va parler de quelques ouvrages qui répondent à de nombreuses questions que se posent les enfants, qui peuvent surprendre les parents, les désarçonner. Mon encyclopédie des pourquoi, tout ce qu'il faut savoir avant d'avoir 7 ans, de Louise Vercors et Benoît Perroux, sort en mai 2022. Alors c'est un ouvrage qui entend répondre à la plupart des questions des enfants. Chloé, vous allez nous en parler. De quoi parle exactement cette encyclopédie? Quels sont ses thèmes? Alors, c'est une encyclopédie qui aborde absolument tous les sujets, à savoir les questions sur les animaux, les sciences, l'histoire, mais aussi moi, et des questions plus existentielles. Autant tout à l'heure, avec les enfants un peu plus grands et Merveilleuse Machine, on répondait à la question comment, autant il y a une question que tous les enfants de maternelle ont à la bouche, c'est pourquoi. Pourquoi tout le temps? Donc, pourquoi j'ai un nombril sur le ventre? Pourquoi les avions laissent des traits blancs dans le ciel? Pourquoi je ne peux pas aller à l'école habillée en Superman? Pourquoi les châteaux étaient forts, etc. Pourquoi je demande pourquoi? Cette question aussi figurera. Voilà, ces années sont vraiment celles où les enfants sont le plus avides de connaissances, les plus curieux, et les parents sont parfois un petit peu désarçonnés face à ces questions, n'ont pas toujours les réponses justes. Donc là, cette encyclopédie est là pour les aider à répondre à ces questions de tout ordre, avec à chaque fois une réponse très simple, en 6-7 phrases, et une illustration. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement des illustrations? Alors, effectivement, on a souhaité quelque chose de très illustré, simplement parce que la première réponse que pour les enfants qui ne savent pas lire, c'est avant tout une réponse visuelle. C'est d'abord comme ça en fait qu'ils vont eux-mêmes aller choisir la question et la reconnaître. Voilà, et donc le choix de Benoît Perroux s'est imposé assez rapidement parce qu'il sait faire du figuratif, mais par ailleurs, il a beaucoup d'humour. Voilà. Alors le dernier ouvrage dont on va parler, c'est un livre qui connaît déjà un grand succès. Il parle d'une thématique difficile, l'inceste. Cet album, c'est Le Loup de Mélane Chapiron. Marie, vous allez nous en parler. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà 2-3 mots sur l'histoire de la publication de ce livre et le travail aussi des éditrices sur ce type d'ouvrage? Beaucoup de questions. Je commence juste pour dire, en vous disant que c'est un livre qui est très important pour nous. Ils le sont tous.
mais celui-là l'est peut-être encore un peu plus intensément, je vais dire. On avait reçu beaucoup de projets sur cette thématique, notamment depuis la publication du Camille Kouchner. Beaucoup de choses que nous avions décidé de ne pas retenir, parce que le format ou la justesse, ou il manquait quelque chose. Et quand on a reçu le texte et le projet de Maïlan Chapiron, il a suffi d'une lecture de chacune de nous trois pour savoir qu'on publierait ce livre. Et puis notre conviction s'est renforcée après quand on a rencontré Maïlan, qui est une femme assez exceptionnelle et qui avait une manière de raconter son histoire personnelle, puisque cet ouvrage est le fruit d'une histoire personnelle, et qui avait cette capacité de la dire avec beaucoup de justesse, beaucoup de sensibilité, mais surtout à hauteur d'enfant. Et le travail des éditrices sur ce type d'ouvrage, en quoi il consiste ? Alors, cet ouvrage, c'est un projet, véritablement. Il est composé d'un album, d'un texte d'album, d'un cahier d'accompagnement et plus largement d'une chanson, puisque Maïlan est une chanteuse, et également d'une vidéo de prévention que l'on peut retrouver sur un site internet. Le travail des éditrices, fondamentalement sur le texte de l'album en lui-même, il était si juste dès le départ qu'à part avoir travaillé sur la densité d'en faire un texte un petit peu plus digeste, le travail s'est concentré uniquement là-dessus. On n'a pas eu véritablement de besoin d'intervenir dans le contenu et dans le sens de ces mots. Elle a trouvé tout de suite, très vite, les mots justes pour en parler. Le véritable travail qui a été fait, porté par Chloé avec Coralie Dière, qui est une psychologue de l'aide à l'enfance, c'est dans le cahier d'accompagnement pour trouver le bon degré d'information. Ce cahier d'accompagnement, il vient, comme son nom l'indique, accompagner l'adulte et non plus l'enfant. Donc le parent, le maître, la maîtresse, les bibliothécaires, vous libraires et bibliothécaires, pour trouver le moyen d'aborder ce sujet-là avec l'enfant, décrypter sa parole, lui donner les différentes clés d'action pour cet ouvrage. Cet ouvrage, il est destiné à des enfants qui ne sont pas victimes et qui, j'espère, ne le seront jamais, mais qui vont être sensibilisés au fait que l'inceste existe. Il est destiné à des enfants qui seront peut-être un jour des futures victimes, et en espérant que la lecture de ce livre leur permette de parler vite, ou d'être prévenus, pardon. Et puis, bien sûr, il s'adresse à des lecteurs victimes. C'est 2 enfants par classe, l'inceste. Donc c'est énorme. Et donc on espère que cet ouvrage que l'on considère, nous, d'utilité publique, Parce qu'effectivement, vous parlez de l'importance de cet album pour vous. C'est important d'avoir ce type d'album qui parle de sujets extrêmement difficiles, qui puisse toucher les enfants. Alors nous, on se revendique un petit peu comme un éditeur, comme des éditrices militantes et engagées. Et il y a des sujets qui sont pourtant pas évidents à traiter, qui ne sont pas évidents à défendre par nos équipes. Mais on a bénéficié de l'enthousiasme de chacun pour pouvoir porter ce livre au mieux. Et on a une grande chance, c'est qu'effectivement, le plan média autour de l'ouvrage est très très fort. Maïlan est très présente en presse écrite et également maintenant digital ou autre. Donc on est content que ce livre ne soit pas un coup d'épée dans l'eau. Merci beaucoup. Merci à toutes les 3. Merci Pierre. Merci Garance Giraud. Merci Marie Bluteau. Et merci Chloé Samin. Alors on va continuer de parler des adolescents et aux adolescents avec Thomas Leclerc et Marion Amery. Ils vont nous parler des prochaines sorties de La Martinière Fiction. Beaucoup de fans et de libraires seront très contents de découvrir de nouveaux auteurs, mais aussi d'en voir d'autres revenir sous de nouvelles couleurs, c'est-à-dire peut-être de nouvelles traductions et de nouvelles couvertures. Alors ce sera l'occasion, là, pendant une demi-heure, de parler de littérature jeune adulte et de la fantaisie, qui séduit de plus en plus de monde dans cette tranche d'âge. On va commencer avec Sarah Gimas. Quelques questions à propos de cet univers.
Vous connaissez peut-être la série Kéléana. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire quelques mots déjà de présentation de cet ouvrage? Peut-être Marion, pour commencer. Alors, la série Kéléana, on l'a commencé il y a plusieurs années maintenant, il y a presque 8 ans, 9 ans. Et c'est vrai que c'était un carton dans le monde entier. En France, c'était un peu plus lent. Et puis, on nous avait fait des remarques sur les couvertures, sur la traduction. Et on les a bien prises en compte. Et l'an dernier, on a proposé de nouvelles éditions des romans, avec de nouvelles couvertures beaucoup plus graphiques, des traductions révisées. Et ça a été très bien accueilli. Et il faut savoir qu'en parallèle de la série Kéléana, Sarah J. Maas, elle avait écrit une autre série qui s'appelle Un palais d'épines et de roses, qui elle aussi connaissait un joli succès. Et en fait, les deux se sont un peu entraînés. Et ce qui fait que maintenant, Sarah J. Maas compte parmi nos meilleures autrices et elle est vraiment le cœur du catalogue La Martinière J-Fiction. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de l'accueil de Kéléana et du fait que vous ayez entrepris un travail de traduction? C'est quelque chose de naturel dans un cycle d'une série telle que Kéléana? C'est pas naturel, je sais pas. Habituel, non. Ça arrive. Notre problématique, elle était assez à la fois simple et complexe. C'était de constater qu'il y avait un ralentissement des ventes de romans adolescents. Plus fort peut-être dans le micro, ouais. J'enlève ça, voilà. Je me permets. Donc on avait constaté que le marché YA, comme on dit, de littérature adolescente, était de plus en plus difficile, à la fois parce que il y avait de plus en plus d'éditeurs et de plus en plus de titres qui sortaient. Vous les avez sentis passer, j'imagine, en déballant les cartons le lundi matin. Que les libraires avaient de plus en plus de mal à les faire émerger, à les mettre en place, d'autant qu'il n'y avait plus de grosses locomotives comme on en avait eu avec Hunger Games, avec différentes grosses séries américaines qui avaient créé comme ça un appel d'air sur le roman adolescent. Et donc ça s'est senti. On a un moment où on avait pas mal de titres qui marchaient bien, et puis là tout d'un coup mince, comment les faire émerger, comment les faire voir, comment les faire repérer. Donc on en a pas mal discuté entre nous et on a choisi de retravailler autour de Sarah Maas parce que c'était l'auteur qui nous semblait avoir le plus fort potentiel chez nous. Comme le disait Marion, la série Kéléana n'avait pas connu un grand succès en France, contrairement aux autres pays, et on avait même dû en arrêter la traduction, c'est-à-dire qu'on en avait traduit la première trilogie, et l'arrivée du 4e tome qui faisait 1000 pages, vu le niveau de vente qu'on avait, on pouvait pas le traduire. Donc on était en panne. Et puis il y a eu la nouvelle série Un palais d'épines. On a hésité. On s'est dit allez, on continue à miser sur cet auteur. On la suit. Ça, on va y arriver. Ça va décoller. Et donc quand on a mené cette réflexion, on s'est dit on va miser sur cet auteur. Donc nouvelle couverture de Kéléana, traduction des tomes manquants et continuation de la série. Et parallèlement à la sortie de la série Palais d'épines. Et donc on a beaucoup bossé avec notre service de communication, avec Olivia et Aude qui nous accueillent aujourd'hui, auprès des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on sait que comment rendre visible la littérature adolescente, c'est les réseaux sociaux, les réseaux de lectrices qui sont hyper prescripteurs, qui sont très pros même dans leur manière. Elles connaissent tout, elles suivent les sorties américaines, anglaises dans le monde entier. Elles sont voilà. Et on a énormément communiqué avec elles. On a organisé un concours de romans fantasy. On a eu donc ces nouvelles couvertures pour créer de l'événement, puisque les autres étaient plus à la mode, on va dire. On a eu l'amélioration des traductions, parce qu'on avait eu des critiques sur les premiers tomes de Kéléana, etc., etc. Et du coup, on a vraiment relancé la série. Sur la série, les deux séries, Kéléana qui s'était quasiment arrêtée au niveau des ventes, et Le Palais d'épines.
Et ça nous a permis, là, sur le dernière année, d'atteindre des scores plus qu'honorables et plus que satisfaisants, avec une auteure qui, enfin, accède à la notoriété en France, alors qu'il y avait, je dirais, une réticence vis-à-vis de la fantaisie, de la pure fantaisie, parce que c'est quand même de la pure fantaisie. Il y avait une réticence chez les lectrices françaises. Cette réticence, elle n'existe plus. Aujourd'hui, on en sort, on suit les commandes tous les jours et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. C'est quel public alors exactement Kéléana et la série et Palais d'épines et de roses? Alors, elle s'adresse aux jeunes adultes, donc 13 ans et plus. Après, du fait de la complexité de l'intrigue, de certaines scènes un peu sensuelles, ça s'adresse vraiment à des adolescentes et jeunes adultes vingtenaires, je dirais. On s'est rendu compte dans les faits que c'était aussi bien lu par des adolescentes que par des adultes. Donc c'est très très large et c'est difficile à cibler. Et la nouvelle traduction a renouvelé le public. Alors ils sont plus nombreux, mais c'est aussi un autre type de public? Non, pas spécialement. Non, c'est qu'on a, on a répondu à un certain nombre de critiques. On a dit OK, on fait le job et on améliore ce qui doit être amélioré. L'idée, c'était de créer de l'événement auprès de ces réseaux sociaux, c'était de leur donner envie. Donc voilà, nouvelle couverture taxe, ça les interpelle. Toutes ces choses-là nous ont permis de communiquer auprès de ces lectrices. Alors quand Marion disait que c'est un public large, les influenceuses importantes, elles peuvent avoir 30-35 ans, même la plupart on va dire c'est des jeunes adultes, voilà, c'est de la littérature jeune adulte. Et effectivement, le spectre est très large. Donc c'est de la jeunesse, effectivement, ça correspond à des critères de littérature jeunesse adolescente, mais c'est vrai que ça va chercher beaucoup plus loin, comme pas mal des succès qu'on a rencontrés en littérature adolescente ces dernières années. Quelques mots sur Palais d'épines et de roses. On peut lire indépendamment cette série de la série principale, Kéléana? Ah oui, c'est deux séries distinctes. Alors évidemment, il faut la lire dans l'ordre de la tomaison, mais Kéléana et Un palais d'épines et de roses se lisent complètement indépendamment. C'est pas les mêmes héroïnes ni les mêmes univers. Il y a des points communs, des choses qui sont chères à Sarah J. Maas, on s'en rend bien compte. Les deux commencent comme des réécritures de contes de fées. Kéléana, à l'origine, ça a été pensé comme une réécriture de Cendrillon très noire. Elle s'était dit, et si j'écrivais un Cendrillon, mais dans lequel Cendrillon tue le prince. Donc ça commence comme ça. Et pour Un palais d'épines et de roses, c'est un peu plus évident. Ça commence comme une réécriture de La Belle et la Bête, mais à la sauce fantasy. Et surtout, elle s'éloigne un peu de son sujet après, puisque ça devient très vite l'envers du décor, l'envers du conte de fées, la part sombre, dense et guerrière du conte de fées. Alors on va aussi parler de deux séries de Marie Pearson. Il y a le diptyque Dance of Thieves. Est-ce que vous pouvez nous en parler déjà de ce roman? Juste un petit truc sur Kéléana. Il y aura au mois d'octobre la sortie du 4e tome de Palais d'épines, et au même moment on va sortir 2 éditions collector des 2 premiers tomes, version reliée avec dorure, etc., comme les affectionnent les lectrices du genre fantasy. Voilà. Parfait. Merci pour les précisions. Et alors, est-ce qu'on peut parler peut-être effectivement de Dance of Thieves? Alors, Dance of Thieves, d'une autrice qui s'appelle Marie Pearson, qui était connue en France avant d'être publiée chez nous pour la trilogie Jenna Fox, qui est chez Gallimard, il me semble, et qui n'avait pas été publiée en France depuis plusieurs années. Alors, en fait, on a fait les choses un peu dans le désordre avec Marie Pearson. On a commencé par publier un diptyque, Dance of Thieves, donc, et suivi de Vow of Thieves, qui a rencontré un joli succès. Très beau succès d'estime, et suite à la parution de ces 2 titres en 2020 et 2021, on a reçu pas mal de messages qui nous disaient « Ah, et la trilogie, la première trilogie de Marie Pearson ».
Donc cette trilogie qui s'appelle Remnant Chronicles se déroule dans le même univers, mais se lit complètement indépendamment. Et on s'y est penché. C'est une trilogie qu'elle a écrite il y a quelques années, qui avait retenu l'attention de personne en France, pour la simple et bonne raison qu'elle est sortie à une époque où il y avait beaucoup de textes du même genre, et il est passé inaperçu parce que je pense que les éditeurs se sont trompés un peu à son sujet. C'est-à-dire qu'on s'est dit « Ah non, c'est une énième histoire de fantasy avec un triangle amoureux ». Et en fait, pas du tout. Pas du tout, c'est l'histoire d'une princesse qui refuse d'être princesse, c'est-à-dire qu'elle refuse le destin qu'on a tracé pour elle. Elle est destinée à être mariée, jeune. Son mariage va avoir des conséquences géopolitiques importantes, elle ne peut pas s'y dérober, et pourtant c'est ce qu'elle va faire. Elle s'enfuit le matin de ses noces, elle veut vivre indépendamment, repartir de zéro là où personne ne la connaît. Sauf que quand on est princesse et qu'on humilie un prince, ça ne se fait pas impunément. Donc à ses trousses vont se lancer un assassin, envoyé par un royaume dont on ne sait rien au début, et le prince est conduit, très furieux, qui veut une explication. Et donc là, vous allez vous dire, ah, un triangle amoureux. Pas du tout. En fait, la princesse Lia va bel et bien tomber amoureuse de l'une de ces deux personnes, mais elle ne sait pas qui il est, puisque les deux personnes se présentent à elle sous une fausse identité. Et l'originalité du texte, c'est que le lecteur non plus ne sait pas de qui la princesse Lia va s'éprendre. Parce que Marie Pearson est très très forte pour ça, elle va nous guider, enfin nous lancer sur des fausses pistes, et en fait impossible de savoir qui est l'assassin, qui est le prince. Donc c'est une façon de jouer, encore une fois, avec le conte de fées, le roman un peu médiéval, épique, avec l'amour courtois, tout en dynamitant avec plaisir ce cliché du triangle amoureux en littérature young adult. C'est un roman d'une rare finesse qui est écrit par Marie Pearson, qui est connue pour sa plume très fluide, très fine et très sensible. Et c'est un de nos nouveaux coups de cœur à la Martinière J-Fiction. Alors une petite précision, c'était la recherche de cet auteur, c'était quelle autrice d'ailleurs, puisque c'était forcément une autrice installée derrière sa ramasse. C'est-à-dire on a capté effectivement un lectorat avec des attentes très particulières et on voulait un auteur d'envergure, un auteur avec une œuvre riche, déjà assez développée, qu'on pourrait installer à côté de sa ramasse auprès de ses lectrices. Et voilà, ça marche. Les attentes sont de plus en plus explicites. Et donc on espère beaucoup pour ces séries de Marie Pearson. Voilà, donc n'hésitez pas, libraire, aux lectrices de Saramas, à conseiller Marie Pearson. On est dans cette famille littéraire de la fantaisie épique, guerrière et sexy, qu'elles affectionnent très particulièrement. Merci. On va parler aussi de deux autres séries, All Our Hidden Gift, pardon pour mon anglais, et Iron Widow. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors peut-être de Iron Widow, c'est une trilogie de science-fiction. Ouais. C'est indiqué queer et féministe. Ouais. Alors, je reprends ça continue ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, alors, vous me direz, alors Marie Pearson, vous essayez de recopier, de faire la même chose qu'avec Saramas. Alors oui et non, une politique éditoriale cohérente, c'est à la fois pouvoir offrir à nos lecteurs ce qu'ils aiment, mais c'est aussi se renouveler et leur offrir des choses différentes, tout en n'allant pas complètement contre leurs désirs, et contre le nôtre non plus. Donc c'est de trouver de nouveaux auteurs, trouver des textes qui soient modernes, qui soient contemporains, qui soient en phase avec les préoccupations des lectrices. Parce que oui, je parle toujours au féminin, c'est pas pour être inclusif, mais effectivement, notre lectorat est composé quasi exclusivement de lectrices.
Et donc on a choisi récemment, vous avez pu voir All Our Hidden Gift, qui est un texte irlandais dont on sortira le 2e volume l'année prochaine, qui est un roman aux frontières du fantastique et du réalisme. Ça se passe en Irlande. Et on va y trouver des thèmes comme les tarots, puisque ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui se découvre un talent pour les tarots. Possède-t-elle un talent au sens d'un super pouvoir, ou possède-t-elle simplement une sensibilité un petit peu extraordinaire qui la met en marge des autres? En tout cas, elle va pouvoir utiliser cette capacité, se découvrir à travers cette capacité et s'épanouir en tant qu'adolescente dans un univers très contemporain, très réaliste, celui d'une ville d'Irlande, secouée par des luttes raciales, des luttes de genre. Donc voilà, on est vraiment dans l'ici et maintenant, dans les thèmes qui secouent, qui traversent la société actuellement, et en particulier, alors moi je suis trop vieux, mais effectivement quand je vais... Il y a une vraie rupture là récemment entre les adolescents d'aujourd'hui et ceux que ceux de ma génération ont pu être. Leur interrogation identitaire passe par des thèmes qui étaient totalement étrangers à mon époque et dont la littérature adolescente d'aujourd'hui se fait l'écho et dont nous devons nous faire l'écho, notamment à travers les questions du genre, la plurisexualité. Je sais, on ne doit pas dire ça, on doit dire les thèmes LGBT, queer et autres, qui sont très 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 présents dans le cœur et dans l'esprit des adolescentes d'aujourd'hui. Et c'est des thèmes qu'on retrouve dans Iron Widow, justement. Ouais, c'est un des thèmes qu'on retrouve dans Iron Widow. Alors, je continue. Tu veux Alors, je continue par parler d'Iron Widow. Iron Widow. Alors là, on est différent. On est dans un texte d'anticipation. Iron Widow, ça se passe dans un futur très lointain. Les humains vivent derrière une grande muraille, telle la grande muraille de Chine. Et de l'autre côté, vivent les Unduns, qui sont des êtres venus d'une autre planète et qui occupent la Terre. Et voilà. Et là, le personnage principal. Alors, ce qui est très original et ce qui m'a énormément plu dans ce roman, c'est que l'auteur, qui est sino-américaine, s'est inspiré des anciennes traditions chinoises et de la société féodale antique chinoise, ce que j'avais encore jamais rencontré dans un roman wayais, et ça, elle le fait remarquablement bien. Ça nous plonge dans une étrangeté, dans un univers très très original et fort. Alors l'enjeu de ce roman, c'est que cette société féodale, évidemment, est hyper patriarcale, et que pour défendre les humains des Unduns, les humains utilisent d'énormes robots qui sont pilotés systématiquement par un couple formé d'un homme et d'une femme. Et systématiquement, le combat se solde par la mort de la fille qui est épuisée psychiquement par le combat, puisqu'ils contrôlent les vaisseaux par leur esprit. Et Wu, l'héroïne, vient de perdre sa sœur dans un de ses combats et décide de la venger. Elle s'engage dans l'armée et va aller combattre aux côtés d'un concubin homme qui va être celui-même qui a mis fin à la vie de sa sœur. Je ne vous raconte pas la suite. Donc c'est quelqu'un qui part avec en elle une haine et un désir de vengeance très fort, incommensurable. Toute sa motivation première est là. Et évidemment, ce serait trop simple si la réalité se limitait à ça. Elle va découvrir toute la complexité du monde. Elle va découvrir que la vengeance ne peut être une raison de vivre, une raison d'être. Et qu'au-delà de ces oppositions hommes-femmes entretenues par la tradition et par les gens au pouvoir, se jouent des dominations, des intérêts bien plus importants et bien plus graves.
Donc c'est voilà. Alors on a cette modernité. C'est un roman profondément féministe, animé par une colère légitime, et qui va déboucher sur une idée de possibles rapports hommes-femmes qui, eux, vont être, quand je disais féministes et queer, eux vont être effectivement nouveaux aussi. Ce sont plus les rapports un homme avec une femme, ils se marient, ils ont des enfants, mais on est beaucoup plus moderne, on est vraiment dans notre époque, dans l'époque d'aujourd'hui où je dirais les vieilles valeurs qui sont les miennes, puisque je suis marié, j'ai une famille, sont battues en brèche, ou en tout cas possiblement remises en question. Alors c'est une trilogie ? Ouais, c'est une trilogie. Le premier tome sort quand ? Le premier tome sort en janvier. Janvier 2022. Ouais. Et le deuxième tome donc, de All Our Hidden Gift sort en octobre 2022. Merci beaucoup. Alors on va parler maintenant d'une série, d'une incursion dans le 7-9 ans avec le journal Le Lili Canaille. Qui est Lili Canaille exactement ? Alors Lili Canaille, c'est la deuxième petite fille de Virginie Elsam. Virginie Elsam, c'est l'auteur du Journal d'une peste, que vous connaissez bien, qui connaît un succès qui ne se dément pas, à la fois en grand format et en poche. Ça continue à être une des séries de référence pour les filles de 8-11 ans, on va dire. Et Virginie avait depuis longtemps me parlait de travailler pour un plus jeune lectorat. Il se trouve que nous, notre offre, on n'avait pas d'offre de livres pour les 7-9 ans. Puis on a discuté, on a réfléchi ensemble, et puis voilà, un jour elle m'a dit, ça y est, j'ai écrit un premier tome, c'est Lili Canaille. Donc c'est vraiment la petite sœur de la peste, c'est une gamine, alors, on est dans un pur réalisme, mais un réalisme vu par le prisme d'une gamine assez frondeuse, assez insolente, qui sait ce qu'elle veut, qui est coquine, qui est... Voilà, donc on est vraiment dans une version de la peste plus jeune. Donc Lily, elle vit avec son papa et sa maman et ses deux petits chiens. Et se dessine une menace qui est que sa maman est enceinte et qu'en plus elle attend des jumeaux. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Lily va devoir changer de chambre pour aller dans la petite chambre au fond du couloir. Ça veut dire qu'elle va devoir partager ses pots de Nutella, ça veut dire, etc., etc., etc. Et donc, ça l'inquiète. Par ailleurs, elle continue à mener sa vie cas un cas A, comme elle l'entend. Voilà, donc l'idée, c'était vraiment... Alors, vous avez une image, là, je crois. On a quelques images derrière. Ça sera abondamment illustré. On ne voulait pas refaire la même chose qu'avec La Peste, et donc... sur le Journal d'une peste, Virginie travaille avec sa sœur aux illustrations. Là, elle va travailler avec Jules, qu'elle avait rencontré sur un salon de livres jeunesse avec qui elle s'était super entendue. Donc elles ont vite manifesté leur envie de travailler ensemble. Et ça nous donne des pages alors en bicro, noir et rouge. Un rouge qui sera un peu framboise. Là, c'est très rouge, mais ça sera un peu plus framboise. Des pages abondamment illustrées, avec un texte facile à lire, assez court, et qui raconte la vie quotidienne de cette Lily Canaille. Alors, ce qui est important de dire, c'est que je pense que sur cette tranche d'âge-là, la production, et moi, j'avais pas envie de faire la même chose, et souvent assez pédago, assez accompagnement. Alors, on a des livres, c'est pour le premier semestre de telle classe, deuxième semestre de telle classe, tac, 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 avec des thèmes abordés de manière assez systématique, qui sont tous les thèmes qui posent question à l'enfant, mais aussi à ses parents. Nous, on a vraiment voulu aborder la tranche d'âge du côté de l'humour, du côté du miroir, c'est-à-dire du côté de la lectrice, et de son vécu, mais
que ce soit marrant, que ce soit drôle, que ce soit voilà. Et je sais que je me souviendrai toujours une remarque de ma fille quand elle a lu le journal d'une peste. Quand elle a découvert le journal d'une peste, je lui dis ça te plaît? Alors elle me dit ouais, j'aime bien, mais c'est une adulte qui l'a écrit. Ben, je dis oui, c'est une adulte, c'est une écrivain. Et ben, elle pense vraiment comme une enfant. Voilà. Et je crois que c'est le talent de Virginie Elsham, il est là, c'est que elle sait se mettre à la place des gamines et raconter leur histoire. Donc voilà, et ça, alors vous aurez, je pense, 4 titres. On va en lancer 2 d'abord en même temps, et puis il y aura 2 autres titres à la fin de l'année. C'est des petites paginations, 90 pages, petit prix, 6,50, on est sur un prix de cet ordre-là. Donc vraiment un ensemble qui correspond vraiment au marché et à la demande sur cette tranche d'âge des 7-9 ans. Eh ben, c'est parfait, merci beaucoup. Merci. Et de rien. Merci Thomas écouté. Leclerc, merci Marion Amery.